Yay! Allez, c'est parti pour une petite explication sur Rise and Fall en Valor et une partie solo. Une petite explication rapide des règles, juste pour que vous puissiez suivre la partie solo qui s'ensuit. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu semi-coopératif de 1 à 4 qui vient juste de sortir, donc en avril 2019. Et c'est un jeu de pose de tuiles, contrôle de territoire en semi-coop, sous la thématique de Warhammer Age of Sigmar. C'est ce qui m'a séduit. Allez, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Une petite feuille, vraiment, feuille juste pour le solo, pour noter nos scores. J'y viendrai en détail juste après. Un petit bouquin de règles sur 15 pages. VO, pas de VF encore sur ce jeu. Un plateau de jeu. Hop. Recto, verso, selon le nombre de joueurs. Ici, le plateau qui sera noté 3 à 4 joueurs. De l'autre côté, 1 et 2 joueurs. Hop, je le pré-setup pour la partie et pour l'explication des règles. Hop. Ensuite, nous avons quoi? Nous aurons un autre plateau avec une rivière pour mettre des tuiles ici. Une rivière de tuiles avec le score juste en haut. Je viendrai pour l'explication juste après. Ensuite, nous aurons une tripotée de jetons chiffrés pour les jetons d'influence. Ça sera le score de fin de partie. Nous aurons plusieurs dés. Nous aurons 6 dés. Salut Smax. Nous aurons un dé de 4, un dé de 6, un dé de 8, un dé de 12 et un dé de 10. Je viens de perdre mon dé de 8. Donc, dé de 4, dé de 6, dé de 8, dé de 10, dé de 12. Ok. J'ai gardé le focus parce que je n'ai pas numérisé les tuiles. Il y en a bien trop pour que vous puissiez voir les choses. Maintenant, le corps du jeu, ce sont les tuiles. Plusieurs types de tuiles. Le type de tuiles commun à tous les joueurs, les tuiles citées. Hexagonales comme celle-ci, on en a une vingtaine. Elles ont toutes un coût propre et un effet propre à elles. On va les mélanger en début de partie, on va les mettre ici sur la pile des tuiles, on va en tirer 3 et on va les disposer dans la rivière justement ici. Et donc du coup, elles auront un coût et une reward en conséquence. Et l'acheteur pourra faire son effet. Ok? Je le répète, ce sont les tuiles citées, le coût est ici, l'effet est là, et la récompense est au-dessus selon l'endroit où on l'achète. Ensuite, nous aurons encore une fois une tripotée de tuiles. Commençons par les tuiles qui sont ici. Ce sont les tuiles de faction. Ici, nous aurons les Fire Slayers, donc les nains chasseurs de dragons, dans le lore de Age of Sigmar. On a un nombre de tuiles et à l'intérieur, 2 types de tuiles possibles. Nous aurons les tuiles dites de troupes, comme celle-ci, avec un manpower. Donc là, ce sont une ressource verte, la ressource verte d'un bonhomme musculeux que l'on voit ici. C'est le manpower. Il nous faudra 3 de manpower pour poser cette tuile-là. Lorsqu'on posera cette tuile, on la posera sur le terrain et elle aura un effet qui est ici. L'effet, c'est lorsqu'elle attaquera, elle utilisera ce dé-là et elle aura cet effet-là. On peut l'acheter et la mettre en terrain pour 3 manpower. Lorsque l'on a en main, on peut la défausser pour gagner la ressource qui est en noir ici. Cette tuile-là nous donnera 1 de manpower lorsqu'on la défaussera. Salut Chasey. Autre exemple, celui-ci, c'est une autre tuile de troupe. Ici, les Doomseekers. Ces Doomseekers-ci coûteront que 2 en manpower, mais si on la défausse de notre main, elle nous donnera une ressource d'or. Pour combattre, elle utilisera un dé de 6 et aura cet effet-là. Ok? Continuons, ici, avec le deuxième type de tuiles. Là, je vous ai montré les troupes. Là, je vais vous montrer les bâtiments. Les bâtiments, eux, n'ont pas de valeur de dés.
Ils ont juste des bonus qui sont applicables chaque début de tour. Ici, il nous faudra 2 ressources de pierre pour poser cette tuile-là sur le plateau de jeu. Une fois qu'elle est posée, tous les tours, à chaque fois qu'on jouera, on pourra bénéficier de cet effet. Cet effet, c'est plus 1 d'or, plus 1 de pierre, plus 1 de manpower, pour placer quelque chose adjacent à la forge. Donc c'est très très fort. Si on l'a en main et qu'on la défausse, elle nous donnera une ressource d'or. Entendu? Et donc toutes les tuiles sont comme ça, forment un deck de tuiles que l'on a sur le côté, et on forme une main, au lieu d'une main de cartes, c'est une main de tuiles, on la forme, et on joue avec notre main comme ceci. On paye le coût qui est ici, on obtient la ressource qui est là, pour payer d'autres tuiles, et on les place sur le plateau pour pouvoir bénéficier de leurs effets. Il existe 6 factions dans cette boîte de base de Hand Valor Age of Sigmar. Nous aurons les nains chasseurs de dragons, nous aurons les Stormcast Eternal, nous aurons également la version Dark des Stormcast Eternal. Excusez-moi si je rentre pas vraiment dans les détails, je suis désolé. Nous aurons l'Empire, nous aurons la deuxième troupe naine, qui ne sont pas chasseurs de dragons, mais les nains classiques, et ici les elfes noirs. Donc tout ça, ce sont des factions jouables qui ont toutes une particularité. Les particularités se retrouvent ici. Là, pour les Stormcast Eternal, imaginons, nous avons 4 cartes. Ces 4 cartes-là, représentent le leader et la façon, le gameplay qu'on va utiliser durant la partie. J'essaie de faire le focus un peu plus net. Ici, pour le Cannot Foil, nous aurons toutes ces caractéristiques-là, et on sait que pour les Stormcast Eternal, il y a 10 unités et 10 bâtiments. Pour tous les Stormcast, c'est pareil, parce que le deck des tuiles sont identiques. La répartition des troupes et des ressources sont identiques. Mais le pouvoir que l'on choisit ici, le pouvoir de notre leader, est différent. Ici, aucun dé, alors je vais lire ça, aucun dé compte comme un échec critique. D'accord? Et selon le leader que l'on choisit, on aura un pouvoir spécifique pour la partie, propre à notre faction et à notre gameplay. Ça, c'est valable pour l'intégralité de tous les peuples. Ici, nous avons 4 leaders pour les Stormcast Black. Ici, nous avons 4 leaders pour les elfes noirs, etc., etc. 4 leaders par faction, avec des factions bel et bien typées selon un gameplay particulier. Les nains vont extrêmement jouer sur les attaques à distance et le build des bâtiments. Les Stormcast Eternal vont jouer énormément sur l'entraide entre eux pour battre les ennemis, etc., etc. Ce sont des gameplays bien différents que l'on teste et que l'on obtient selon ce que l'on build et selon quel est le leader que l'on sélectionne. Donc pas mal de rejouabilité, parce que 4 leaders par peuple et 6 peuples jouables, tous distincts les uns des autres. D'accord? Là, par exemple, nous avons 14 unités dans ce deck-là, alors que le deck des elfes, nous avons 6 unités. Donc le gameplay est totalement différent parmi tout ça de tuiles possibles. À cela, vu qu'on est sur un semi-coopératif, on va se battre tous ensemble contre le jeu. D'accord? Et à la fin, celui qui s'est le mieux battu gagnera la partie. C'est pour ça que c'est semi-coopératif. Mais on se bat tous contre le jeu. Le jeu va jouer quoi? Eh bien, également 3 factions disponibles. Nous aurons le chaos, avec un deck également propre à lui, avec un gameplay propre à lui. Nous aurons les orques, et nous aurons les Skaven. D'accord? Et eux-mêmes ont un deck, un gameplay, une façon de les combattre bien distinct. Comment se passent les tuiles ennemies? Les tuiles ennemies, ici, ont une valeur de combat qu'il va falloir égaler ou dépasser pour s'en séparer. Ici, 7. Ici, les caractéristiques de cet ennemi-là. Là, c'est des petits icônes qu'il faut apprendre pour l'interaction entre les tuiles. Il est leader, monstrueux et magicien. Et il a un effet en plus. D'accord? Et donc toutes les tuiles sont différentes,
ont un coût différent, ont des pouvoirs différents et des interactions entre elles. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Skaven se boostent énormément entre eux, à coup de plus 2, plus 2, plus 3, mais lorsque leur leader est tout seul, il se carapate, il reste pas. D'accord? Il faut qu'il soit accompagné pour aller jusqu'au bout. Et il y a des choses qui sont iconiques dans ces decks-là des factions. On a la cloche, on a la fameuse roue des Skaven. Je ne sais pas si vous jouez ou si vous avez eu joué à Warhammer Battle classique ou Age of Sigmar, mais il y a la roue des Skaven qui est mythique sur les champs de bataille. Et ben ils l'ont retranscrit en tuile avec un effet de gameplay qui est hyper délirant, où elle va justement traverser complètement la map. Là voilà, c'est la roue, fameuse roue des Skaven, j'essaie de faire le lien. Enfin voilà. La thématique est bien rendue, le gameplay également. On a les orques qui se boostent énormément, qui ont des chiffres de grands malades, ils sont arrivés à 8, c'est des bourrins finis. Voilà, regardez, on a même un 9 ici. Donc le gameplay selon la faction est bel et bien retranscrite. Pour augmenter cette rejouabilité, on a justement hop, le comportement de ces ennemis. Ici, qu'on repère avec le petit lore pour les Skaven, les orques et le chaos. Avec la répartition, le nombre de leaders, le nombre de monstres, le nombre de magiciens, la puissance moyenne des troupes. D'accord? Et le pouvoir de chaque troupe. Enfin, le pouvoir de chaque armée. À cela, pour la rejouabilité, va s'ajouter un facteur de difficulté. Le facteur de difficulté, c'est ces petites tuiles-là, et je trouve ça génial. Reprenons l'exemple des Skaven. Hop, je reprends l'exemple des Skaven. Ici, nous avons différentes tuiles qui sont cadencées selon le niveau de difficulté, avec des petits logos. Difficulté 1, difficulté 2, difficulté 3, difficulté 4. Et ces petites tuiles viennent s'additionner à la tuile principale. On l'insère ici, hop, pour en faire le plateau ennemi et faire justement les capacités globales de l'armée contre lequel on se bat. Difficulté 1. Si je veux avoir la difficulté 2, je vais aller choper la tuile numéro 2 que je vais insérer ici et on aura un tout autre gameplay. Mais vraiment. Ok? Donc, 3 factions et demie, 4 valeurs de difficulté. Donc du coup, 12 finalement, 12 gameplays d'opposition à s'entraîner. L'idée est vraiment pas mal. Ah oui, je le ferai après. Merci Smax. Comment joue-t-on à ce jeu? En fait, on va avoir un deck de tuiles selon la faction qu'on a choisie. On va choisir un ennemi, on va choisir une difficulté s'y rapprochant, hop, et on va se battre comme ceci. Ici, vous observez le terrain, et en fait, vous observez des chiffres. Le 1 qui est ici, le 2, le 3 et le 4 qui est ici. Ça va représenter les zones de spawn des ennemis. On va mettre tout en haut le deck des ennemis qu'on a choisi. Ici, ce sont le chaos. On va prendre le deck du chaos, on va hop, le mélanger et le mettre tout en haut. Ici, nous avons les fameuses tuiles citées. Les fameuses tuiles citées, je vous l'ai dit tout à l'heure, on prend les 3 premières, on regarde le coût des cités et on les place en ordre décroissant dans la rivière. Le plus cher rapportera le plus, le moyen ici, le plus faible ici. Une fois qu'on a fait ça, on pioche 5 tuiles pour faire notre main de départ. Et c'est avec ça qu'on va jouer. Qu'est-ce qu'on peut faire durant notre tour? On peut prendre une seule action. Qu'est-ce qu'on fait durant notre action? On build. Soit on build une troupe, soit on build un bâtiment, soit on build une cité. La 4e option qui s'offre à nous, c'est de passer. Donc, comment faisons ça? Là, par exemple, hop, j'ai une tuile bâtiment. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle me coûte 2 de pierre. Je veux faire cette tuile-là. Je vais aller chercher dans ma main des ressources de pierre, ici, sur le côté. Là, je vais défausser 2 pierres.
pour aller poser et construire ce bâtiment. Lorsque je le construis, je peux le construire sur les cases qui ne sont pas numérotées, les cases centrales. Je le rappelle, ici c'est le plateau 1 à 2 joueurs, c'est pour ça que c'est relativement restreint. Donc je le place sur une case libre de mon choix, je décide de la placer ici. Entendu? J'aurais pu faire ça avec finalement n'importe quoi d'autre. J'aurais pu prendre une unité de combat que j'aurais pu mettre là, ou j'aurais pu prendre une cité que j'aurais pu mettre là du moment que je paye le coût. Je répète, comment on paye le coût avec les ressources qui sont en haut à droite de nos tuiles. On a un petit joker si on est vraiment bloqué. On peut défausser 2 autres ressources, pas forcément les mêmes, 2 autres ressources pour en faire une de notre choix. On peut défausser par exemple une pierre et un manpower pour faire un de gold, parce qu'il y a 3 types de ressources. Nous avons la pierre, nous avons le manpower et nous aurons le gold. Les gold nous servent à acheter des cités, le manpower nous sert à acheter des unités et la pierre nous sert à acheter des bâtiments. On fait ce qu'on a à faire, on prend qu'une seule action. Boum, j'ai défaussé mes 2 tuiles pour le faire, et maintenant arrive la phase de pioche. La phase de pioche, je pioche 2 tuiles. Quoi qu'il en soit, si j'ai dépensé toute ma main ou pas, peu importe, je pioche 2 tuiles, à la condition de jamais dépasser 5 tuiles maximum en main. S'il me restait 5 tuiles, je ne piocherai pas. Entendu? Ça, c'est le build classique. Je peux build ceci, une troupe, un bâtiment. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait passer. Lorsque l'on passe, on peut défausser de 0 à autant de tuiles que l'on veut, que l'on met dans notre défausse, dans l'ordre que l'on veut. On les met dans notre défausse. À partir de là, si on a fait cette action-là, de passer, qu'on ait défaussé ou pas, mais en tout cas passer, on va pouvoir en fin de tour piocher 2 tuiles plus une. D'accord? C'est le bonus pour avoir passé. Une fois que notre deck de tuiles est vide, on a le droit de reprendre notre défausse sans la mélanger et on la remet dans ce sens-là pour refaire un deck. D'accord? C'est cyclique. On va faire ça chacun son tour. Le jeu demande de vérifier une condition. La condition que s'il y a une cité ici qui a été prise, qui est vide, si une cité ici est vide, imaginons j'ai construit celle-ci, à mon tour, fin de tour, il y a une cité vide. Là, attention, c'est au jeu de jouer. Qu'est-ce qui se passe? On lance un dé de 6 et on fait ce que la carte ennemie nous indique. Hop, on lance un dé de 6. Si on fait, c'est comme ça quasiment pour toutes les factions. Si on fait 1, 2, 3 ou 4, on prend la première tuile ennemie, on la place face cachée au début de la piste ennemie. Là vous ne le voyez pas parce que là c'est assuré pour le 1 joueur, mais il y a des petites flèches pour le sens et des petits ronds qui me disent 1 joueur ou 2 joueurs. Donc je sais que pour 1 joueur, il faut que je la place là. À 2 joueurs, je l'aurais placée ici. Entendu? Une fois qu'on a fait ça, pas de souci, on recharge. Hop, la tuile qui est ici, en fait, on ne la recharge pas. On défausse tout ça, on en reprend 3 nouvelles que l'on reclasse comme au setup, à la mise en place de départ. La plus chère ici, la moins chère ici. Et on continue à tourner. À chaque fois qu'il y a une cité qui a été construite, on relance le dé et on applique. Ici 2, je vais mettre une troupe ici. Et on enchaîne comme ça, on enchaîne comme ça, on enchaîne comme ça. Il y a une autre condition qu'il faut vérifier, c'est au moment où il y a 3 troupes ennemies en jeu. S'il y a 3 troupes ennemies sur un côté, il y a ce qu'on appelle un assaut. Lors de l'assaut, on va retourner les troupes, comme ceci, et on va faire une phase d'attaque. La phase d'attaque va être de regarder quelles troupes sont capables d'attaquer, avec le système d'adjacence. Donc là, je prends une troupe amie, hop, pour vous expliquer, la troupe amie, ici, hop, c'est le boss de... Je n'ai pas fait exprès, hein, c'est le boss des Stormcast Black. C'est ce qui coûte le plus cher. Il utilise un dé de 12 au corps à corps.
ce qu'il faut savoir, c'est quelles sont les tuiles adjacentes, parce que ce sont elles qui va pouvoir attaquer. Adjacent, c'est les 8 tuiles qui sont ici. Le diagonal compte, c'est pas que orthogonal. Tout ça, c'est de l'adjacent. Au début de la phase d'assaut, on vérifie les adjacences et savoir qui tape qui. Ici, lui, il aurait le choix d'attaquer celle-là, celle-là ou celle-là. Et donc, il a le choix de le faire. Je fais attaquer toutes les unités, d'accord? Les miennes, celles de mes copains, on fait attaquer toutes les unités pour savoir ce qui se passe. Mais ils peuvent attaquer qu'une seule troupe. Ici, avec un dé de 12, je décide d'attaquer celle-ci qui a la plus forte valeur qui est de 8. Je lance le dé, je fais 2, c'est loupé. Du coup, je ne dépasse pas ni égale la valeur de l'ennemi. L'ennemi est toujours en place et il n'est pas défait. À ce moment-là, on va avancer l'ennemi. Et tout ce qui se trouve en dessous d'eux, fini. Ici, on prend la troupe et on la met à la défausse. Si c'était une cité ou un bâtiment, pareil, on met à la défausse. Ils rasent complètement, jusqu'à temps qu'on arrive à les tuer ou pas, ils rasent complètement le plateau jusqu'à temps d'arriver en face. Dès qu'ils arrivent en face, eux aussi sont défaussés. Ils ont rasé tout le territoire. D'accord ? Petit twist avec le combat. J'y viens en détail. Le combat, il y a 2 types d'attaques. On a l'attaque classique où on voit un seul dé et le fonction leader. Enfin, peu importe, un seul dé. Et ici, on voit un dé avec une petite cible. La petite cible nous dit que c'est une attaque à distance. L'attaque à distance, c'est pas quelque chose que l'on peut faire au-delà de l'adjacent. C'est juste une particularité lors de l'attaque. Ici, je vais pouvoir attaquer comme n'importe quelle autre attaque, mais à distance. À savoir, je peux attaquer celle-ci, celle-ci, celle-ci. Mais si je me loupe, hop, je me loupe par exemple, ce n'est pas grave, je ne suis pas mort. Contrairement aux attaques de mêlée, où je suis considéré comme en plein combat avec les troupes, si mon dé d'attaque de mêlée loupe, je n'attends pas que la troupe vienne sur moi, elle est morte d'office. Entendu ? Les attaques à distance, c'est un essai. Si je me loupe, c'est pas grave. Les attaques au corps à corps, si je me loupe, mon unité meurt. Une fois que les unités ennemies avancent sur soi, on a une petite chance de s'en sortir avec un jet de défense. On a le droit d'utiliser notre attaque de corps à corps pour se défendre et refaire un jet d'attaque. D'accord ? On refait un jet, on doit faire égal ou dépasser la valeur de notre ennemi pour s'en sortir. Si on n'y arrive pas, on est mort définitivement. Si on y arrive, on tue l'ennemi. Pourquoi faire la différence entre l'attaque et la défense ? Parce que l'attaque, il y a beaucoup de bonus. Il y a des bonus d'adjacence et des bonus de créatures. Alors qu'en défense, on n'a pas de bonus d'adjacence ni des bonus de créatures. D'accord ? C'est des jets qu'on appelle des jets flat. Généralement, les troupes à distance n'ont pas de dés de corps à corps. Ce qui veut dire que si quelqu'un arrive sur lui, il n'a pas de jet de défense et il meurt. D'accord ? C'est toute une stratégie. Généralement, les attaques de corps à corps, on essaye de les faire en diagonale pour réussir, pour après, eux avancent et arriver à s'en défaire également en défense pour multiplier les jets. Enfin, c'est toute une stratégie. Le jeu est vraiment assez profond, vu que c'est vraiment du placement de tuiles et des effets de combo entre les tuiles. Je vous parlais tout à l'heure d'effets d'adjacence. C'est que, hop, là, on voit que 2 alliés sont adjacents à un ennemi. Ce qui veut dire que quand cet allié-là attaquera cet ennemi, il aura un bonus de +1, car un allié est également adjacent à lui. Si on était dans cette situation-là, il y a 3 adjacences. Quand lui attaquera l'ennemi, il aura +2 à son jet de dés, parce qu'il y a 2 alliés adjacents. Quand je dis alliés, c'est des alliés joueurs, que ce soit nos joueurs ou ceux d'un autre joueur de la table, ça marche quand même, c'est pas que de notre faction.
Je vous dis, c'est un coopératif face aux ennemis. Semi, parce que finalement, à la fin, on voit qui a le plus d'influence. J'en viens justement à ça. Quand est-ce que finit le jeu et comment gagne-t-on de l'influence? Comment gagne-t-on de l'influence? C'est simple, c'est ce qu'on voit là ici. Ici, lorsqu'on build une cité, elle est à nous, on build vraiment quelque chose de magnifique, une merveille, on gagne l'influence qui est ici. À chaque fois qu'on va tuer un ennemi, on va gagner sa valeur de combat en influence. Et celui qui a le plus d'influence en fin de partie gagne la partie. Vous pensez bien qu'il y a d'innombrables combos à l'intérieur de ces tuiles pour maximiser, voler, diminuer ceux de l'adversaire. Il y a toute une histoire de combos sur les points d'influence à l'intérieur de ces tuiles-là. Mais classiquement, basiquement, on la gagne en construisant une cité et en tuant des monstres. Quand est-ce que sonne la fin de la partie? Une fois que le deck de notre ennemi, le deck de la faction, l'ensemble de l'armée hostile a été défaite. On va du coup lancer dé en dé pour agrémenter toutes les tuiles qui sont ici. Dès qu'il y en a 3 sur un côté, il se passe un assaut, on fait les combats, etc. Toutes les tuiles qui arrivent en bout ou qui se font tuer sont finalement défaussées. Et petit à petit, au fur et à mesure de la partie, eh ben on va arriver à placer la toute dernière tuile. On place la toute dernière tuile. À ce moment-là se passe l'assaut final. Comment gère-t-on l'assaut final? On va regrouper toutes les tuiles du plateau sur un seul côté, avec un maxima évidemment physique, c'est-à-dire que là on ne pourra pas dépasser les 4, et on fait l'assaut final. Et on voit qui tient et qui gagne le plus d'influence. La variante solo à ce jeu est, je trouve, particulièrement intéressante et représente un vrai défi. Jusque-là, j'ai fait 5 parties et je me suis pris des dégelés à toutes, sauf une, la dernière. C'est pour ça que je me lance à faire une vidéo. La règle en solo est vraiment intense. En multi, on a le temps de se builder, de se bourrer entre nous, de se piquer les emplacements et les tuiles comme ceci avant que les ennemis arrivent. En solo, non. Je vous rappelle, à chaque fois qu'on achète ça, on place une tuile ennemie. En solo, ça n'a rien à voir. Qu'on l'achète ou qu'on ne l'achète pas, on lance le dé pour placer un ennemi à tous les tours. Donc on a une vraie pression qui monte en solo. Ok? Le but en solo, c'est de scorer un maximum, mais vraiment, le but, c'est de tenir. C'est de tenir quoi? D'arriver à construire une cité et faire en sorte qu'elle soit debout, vivante, après l'assaut final de notre ennemi. Si on arrive à faire ça, on est considéré comme gagnant et on a le droit de noter notre score sur la fiche de score. La fameuse fiche de score que je vous ai pseudo-montrée en début de vidéo. Celle-ci. Celle-ci qui nous invite clairement à jouer, à jouer, et à continuer encore à jouer, en nous mettant toutes les factions, avec tous les leaders, face à tous les niveaux de difficulté de chaque peuple. Alors moi, qui suis un fan de Katamino, pour ceux qui ont la référence, j'ai envie d'absolument tout cocher, quoi. Alors, vu que j'ai pas fait de photocopie, je me le suis pas encore fait, mais réellement, je vais faire une photocopie et je vais essayer de tout jouer et de tout scorer, pour voir ce que cela donne. Voilà, c'était le petit débrief rapide sur Rise and Fall en Valor. Et on se lance sur une petite partie solo. Allez, à tout de suite pour une partie solo. Ciao, ciao.